Bertrand Dumaret, vous êtes donc un expert en protection des données personnelles et on va beaucoup discuter de ces sujets. Lors de la 45e Assemblée mondiale pour la protection de la vie privée en octobre 2023, la GPA a adopté une résolution sur le système d'intelligence artificielle générative, soulignant la nécessité de respecter des principes essentiels de protection des données. Ma question pour vous, c'est comment la Commission envisage-t-elle éventuellement de mettre en œuvre ces défis, ces principes, pour encadrer le développement et l'utilisation de l'IA dans un scénario français et international qui sont très différents, où en Europe, on retrouve beaucoup de régulations et dans le monde où on voit de moins en moins de régulations, et notamment après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'abord bonjour à toutes et à tous, et puis merci beaucoup aux organisateurs, à Philippe Fauté en particulier, à Frédéric Marty d'avoir accepté, j'allais dire un peu au pied levé, de participer à cette table ronde et naturellement aux autres intervenants. Alors, un avertissement d'abord, je m'exprime à titre personnel et donc je n'engage pas les institutions publiques auquel j'appartiens et j'interviens, j'allais dire, à titre académique, puisque je suis professeur associé donc, dans cette UFR AEI à l'Université de Paris-Créteil. Alors, c'est intéressant que vous ayez cité cette résolution de ce qu'on appelle la GPA, Global Privacy Assembly, qui est un embryon d'organisation internationale pour la protection des données. Pour l'instant, c'est simplement une réunion annuelle, une conférence avec un secrétariat qui commence à devenir fixe, à devenir stable. Et donc, il y a à la fois toutes les cultures économiques et toutes les cultures juridiques qui se rassemblent. Il y a les Japonais, les Américains, les Britanniques. Les Britanniques, d'ailleurs, étaient entre l'Union européenne, aujourd'hui plus proche de l'Union européenne en termes juridiques sur la protection des données que les États-Unis. Et puis des pays qui sont en train peu à peu de déployer des systèmes en Afrique, etc. Et effectivement, il y a eu un consensus pour rappeler l'importance de la protection des données et de ce qui est en amont de la protection des données, c'est-à-dire le droit à la vie privée. Et alors, moi, je voudrais profiter de cet exemple pour, j'allais dire, un peu combattre cette espèce de petite musique qui se développe depuis pas très longtemps, d'ailleurs, de façon très publique, très dans les médias, comme quoi la régulation est un obstacle à l'innovation et au déploiement économique des nouvelles technologies. Alors, moi, régulation, d'ailleurs, dans le dictionnaire des régulations qu'on avait publié avec notamment Michel Bazex et toute une équipe à la fois de juristes et d'économistes, avec Michel Bazex, on définissait la régulation comme le moyen juridique, institutionnel, d'atteindre et de maintenir un équilibre entre, d'un côté, différentes formes d'intérêt général, par exemple la défense de la vie privée, par exemple la protection de l'enfance, par exemple la défense de l'environnement, etc. Et puis l'équilibre du marché. Et l'équilibre du marché, ça inclut notamment la concurrence, puisque c'est par la concurrence pure et parfaite qu'on obtient l'équilibre optimum du marché. Ça inclut également parfois de lutter contre des défaillances du marché. J'y reviendrai. Alors, le débat sur l'abus de régulation en Union européenne qui entraverait l'innovation renvoie en fait, aux deux aspects de cette notion de régulation. Alors, moi, je voudrais revenir sur un point, c'est qu'on a déjà connu ce que Jean Catan soulignait, c'est cette espèce d'un côté, de frénésie d'investissement, frénésie médiatique, etc. On parle de l'IA tout le temps, c'est très hype. Et puis, de l'autre côté, et puis des investissements considérables. Et on l'a déjà connu avec le déploiement de l'Internet 1.0 et 2.0. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Une bulle financière qui a explosé. 2, des promesses initiales
qui n'ont pas été complètement tenus, de l'Internet libre, etc., pas complètement, un peu quand même, mais qui ont été tenus en 20 ans, pas en 5 ans. Quand je débattais avec un partenaire d'un grand cabinet de consulting qui commence par Mac et qui se termine par C, et qui disait en 2030. 2030, c'est demain, c'est 5 ans. Ce qu'on a vu avec Internet, c'est qu'il a fallu 20 ans pour arriver effectivement à ce que le déploiement des technologies soit, j'allais dire, partout dans le grand public. Et ceci pourquoi? Et ça, c'est un point de vue très personnel, parce que c'est l'usage qui commande dans l'utilisation d'une nouvelle technologie. C'est pas le financier, c'est pas l'ingénieur, c'est l'utilisateur à la fin. Et je pense que ça sera la même chose, toutes choses égales par ailleurs, parce que ça a été la même chose pour le train, la voiture, le moteur, etc. C'est toujours l'usage qui commande l'utilisation ou le déploiement d'une nouvelle technologie. Et puis le deuxième point aussi dans l'Internet, dans le déploiement de l'Internet 1.0 et 2.0, c'est qu'on a vu et on voit aujourd'hui les effets néfastes justement d'une régulation que je qualifierais d'au minimum biaisée, voire d'absence de régulation. Sur quoi est fondé tout le droit et le système institutionnel de l'Internet 1.0 et 2.0, c'est sur l'absence de responsabilité des fournisseurs de services de l'information, de la société de l'information. C'est la loi américaine de 1997 qui a été non pas copiée parce que, et je dois avouer que j'ai une part de responsabilité et je m'en excuse, parce que je travaillais à l'époque sur la préfiguration de la directive du 2031 e-commerce qui s'est transformée ensuite dans la loi française. Et donc, on a fait le pari de l'absence de responsabilité des fournisseurs de la société de l'information. Et on voit aujourd'hui les effets délétères, y compris même quand on essaye à travers le droit européen, et je pense au Digital Services Act, de récupérer par des obligations de modération, etc. Il n'y a pas de responsabilité éditoriale comme n'importe quel directeur de publication la soutient. Et je crois que c'est un peu à l'origine de toutes les difficultés que l'on a aujourd'hui sur les deepfakes, les fake news, etc., etc., les contenus illicites qui circulent. Vous avez le droit de m'interrompre si je suis trop long, hein, parce que je pense que je suis en train de dépasser le temps. Donc, cette leçon, il faut quand même en tenir compte. Alors, et puis aussi, on a vu apparaître la monopolisation d'un certain nombre de marchés. Alors, comment aujourd'hui se situer avec cette nouvelle innovation technologique qui est l'intelligence artificielle, l'IA moderne, entre guillemets? Alors, deux points que je voudrais signaler, 3 points. Premier point, et je crois que je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce que Frédéric Marty nous a indiqué, c'est que la structure industrielle de l'IA, en particulier au niveau de l'entraînement, est différente de ce que l'on a vu sur le marché de l'Internet, où on avait des rendements d'échelle extrêmement croissants, extrêmement dynamiques, ce qui fait que, selon l'adage, c'est the winner catches all. Le gagnant, qui n'est pas nécessairement le premier d'ailleurs, celui qui justement capte l'usage, eh bien, il récupère tout le marché. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'au moins au stade de l'entraînement, l'inférence est un peu différente, d'après ce que j'ai compris. Il faut au contraire une mise, des investissements absolument colossaux. Et donc, on est plutôt dans une industrie lourde, finalement, dans un modèle d'industrie lourde, avec certains acteurs de la génération précédente du Web 1.0 qui veulent garder leur position de monopole et qui veulent transférer leur position de monopole qu'ils ont sur le Web 1.0 ou 2.0 dans cette nouvelle génération de technologies. Alors, deux autres points. Premièrement, la régulation peut être source d'innovation et de progrès. On cite toujours le Delaware Effect en disant, vous voyez, dans l'état du Delaware, il n'y a pas de loi, donc il y a la loi sur les sociétés extrêmement souple, donc c'est très dynamique, plein d'innovations, etc. Mais on oublie de citer au même niveau ce que les économistes appellent le Californian Effect, c'est-à-dire que l'État de Californie est un État où il y a un très grand nombre de réglementations, dont notamment une réglementation environnementale qui est la plus stricte, et certains disent, c'est pas par hasard que c'est dans cet État des États-Unis que Tesla est né et s'est développé. Deuxième, et un exemple.
on a en matière de reconnaissance faciale. Parce que l'IA, c'est pas seulement l'IA générative, les LLM, ChatGPT, c'est aussi des outils qui sont d'abord utilisés depuis assez longtemps et dans des domaines très très différents. Je voudrais souligner, mettre l'accent sur la reconnaissance faciale. Pourquoi est-ce que nous, CNIL, et l'ensemble des autorités de protection des données, nous sommes particulièrement sensibles à ce point. D'ailleurs, on aurait pu citer une résolution qui est très intéressante du G7 des CNIL. Donc le G7 des CNIL, c'est vraiment les pays occidentaux et, pour être clair, l'Union européenne face aux États-Unis et au Japon. Eh bien, nous avons obtenu un consensus pour mettre en garde contre l'utilisation de la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, c'est l'instrument qui permet d'identifier une personne le plus efficacement. Pourquoi ? Parce que le visage, on ne peut pas faire autrement, c'est la partie du corps qui a le plus de points d'authentification uniques. Vous avez l'écartement des yeux, la distance entre les yeux et le nez, etc. Ça donne une multitude de points de reconnaissance. Important. Eh bien, nous, notre doctrine n'a pas été contre la reconnaissance faciale, c'est-à-dire, quand on utilise la reconnaissance faciale, il faut toujours que l'usager ait le dispositif à sa main. Exemple, vous utilisez la reconnaissance faciale pour rentrer dans un bâtiment, pour rentrer dans une centrale nucléaire, pour rentrer dans un aéroport. Il faut que vous ayez une partie du dispositif, le dispositif à votre main pour que vous puissiez, si vous n'avez pas envie de l'utiliser, si vous n'avez pas envie d'être reconnu de cette façon-là, eh bien, choisir. Et c'est assez intéressant parce que quand on a dit ça, évidemment, tout le monde dit « Ah, ça, vous empêchez le truc ». Et puis, il y a quelqu'un, une entreprise dont je ne peux pas faire la publicité, c'est bien dommage, qui a dit, sur le fond, si on laissait une partie du gabarit dans la poche de l'usager, parce que jusqu'au XVIIe siècle, il y avait la lettre de change maritime. Quand les capitaines de la marine royale achetaient des denrées à Zanzibar ou sur la côte de la Louisiane, ils prenaient une lettre de change qu'ils signaient, ils découpaient en deux. Une partie était donnée au fournisseur et l'autre partie était gardée par le capitaine. Le fournisseur ensuite l'envoyait, alors ça va prendre des années, jusqu'au payeur qui recollait les deux parties. Et c'était effectivement le système que nous proposait cette entreprise. Donc vous voyez, est très innovant. Bon, je ne sais pas ce que c'est devenu, après c'est une autre affaire. Mais enfin, il fallait y penser. Alors, où en sommes-nous aussi du côté de la régulation, très concrètement? Alors, on connaît le règlement, et je terminerai par là, le règlement sur l'intelligence artificielle, le RGPD du côté européen, qui sont les deux textes les plus structurants. Moi, ce que je voudrais signaler, c'est que du côté américain, il y a aussi une réglementation. Il y a une réglementation qui a évidemment été mise en œuvre sous l'administration Biden, avec d'ailleurs, par exemple, ce qu'on appelle l'executive order du président Biden sur l'intelligence artificielle, qui adressait aux agences fédérales le même type de recommandations de prudence que celles qu'on trouve dans le règlement IA. Ceci a été est en train d'être suspendu par le président Trump, mais le président Trump aussi régule, parce qu'il intervient notamment, par exemple, sur le marché des microprocesseurs. On a eu un débat qui n'est pas tout à fait lié à l'IA, mais l'IA l'inclut, qui est le problème des transferts de données vers des pays qui n'assurent pas la même protection en matière de protection des données personnelles. C'est évidemment tout le débat entre l'Union européenne et les États-Unis. Et les États-Unis nous ont beaucoup critiqué, les opérateurs nous ont beaucoup critiqué en disant « mais l'Union européenne empêche le transfert des données ». Qu'est-ce qu'a fait le président Biden? Et d'ailleurs, je ne crois pas que cet executive order ait été suspendu par le président Trump. Il a dit « il y a des pays of concern inquiétants ». Eh bien, ces pays inquiétants, il ne doit pas y avoir de transfert de données des États-Unis vers ces pays inquiétants. Alors, bon, l'Iran, la Corée du Nord, etc., mais la Chine aussi dans la liste. Donc, il y avait aussi, il y a les mêmes soucis. Et vous avez pu remarquer dans le discours de M. Vance
extraordinairement brillant, hein, 12 minutes sans aucun papier. Moi, j'étais impressionné dans ce discours du lundi, qu'il a répété à plusieurs moments la notion de National Security Interest. C'est-à-dire que l'intérêt de sécurité nationale permet d'intervenir, et c'est un concept qui est assez élastique, en France aussi d'ailleurs, et partout dans le monde. C'est l'intérêt du pays qui prévaut. Alors, tout ceci pour dire qu'il y a de la régulation des deux côtés, parce qu'on ne peut pas y échapper. Et pour terminer, je citerai un cas sur lequel je pense que paradoxalement, tout le monde va se retrouver, y compris l'administration Trump et l'Union européenne. C'est par exemple la protection des enfants. En cette matière, moi, je suis très frappé de voir que la pression politique est très forte partout pour qu'il y ait une protection des enfants à l'égard des contenus qu'ils reçoivent. Cette protection des enfants, on la met en œuvre à travers le RGPD, à travers aussi la modération qui est imposée par le Digital Services Act. En matière d'IA, je pense que les mêmes questions vont se reposer avec les mêmes causes, ayant les mêmes effets, et qu'il y aura aussi, sur ce point, une convergence, parce que c'est un sujet qui est commun, finalement, à toutes les sociétés. Voilà, donc l'opposition, elle peut aussi donner lieu à des convergences, mais en tout cas, pour terminer, ne partons pas battus, ne partons pas non plus dans une attitude de désarmement unilatéral de nos protections, parce qu'en réalité, ces protections, elles ont un sens, et comme le disait Jean Caton, elles représentent aussi nos valeurs. Merci. C'est parfait, messieurs. Bertrand Dumaret, je suis fasciné par votre première intervention. Je me pose beaucoup de questions, notamment concernant cette narrative qui s'impose de plus en plus entre l'idée de la régulation et l'idée imposée en quelque sorte par le libertarien américain et autres d'une dérégulation accrue. Et je me demande notamment, et je pense que ça pourrait être un sujet de conversation, si les États-Unis sont désormais parmi les pays inquiétants. Je vous laisse réfléchir.